Merci Loïc. Alors, je voulais tout d'abord toutes et tous vous remercier pour la qualité de vos interventions, la richesse des échanges qui font le succès, en tout cas sur le fond de cette manifestation. Je crois qu'elle a été très utile. Alors, ce matin, on avait un pari difficile quand même. On devait décrypter une crise, celle du système de santé en Nouvelle-Calédonie par l'intermédiaire du prisme de l'égalité d'accès aux soins et après le contexte des émeutes de 2014. Donc vous voyez, là, ici, on avait un vrai pari très ambitieux devant nous. Et étudier une crise, c'est toujours un sujet qui est courageux, mais c'est malheureusement un sujet qui est devenu fréquent. Et quand on y réfléchit bien, toute personne née après 1973 n'a connu que la crise. C'est-à-dire que la crise économique et l'ensemble des crises qui structurent et qui traversent le monde sont un état fréquent. Un état fréquent depuis 1973. Et quand on se dit ça, moi je pense toujours à mon professeur d'histoire-géographie en terminale. Alors je vous dis pas quand est-ce que j'étais en terminale, mais c'est dans les années 90, à la fin ou au début, à vous de juger. Il nous faisait remarquer que, effectivement, la crise économique, parce que c'est un des sujets qu'on étudie quand on est en terminale, la crise économique depuis 1973, mais pour le monde dans lequel nous vivions, enfin le monde qui est le mien, c'est-à-dire celui d'un habitant, d'un État libéral dans l'économie de marché, la croissance n'avait jamais cessé. C'est-à-dire que techniquement, on a une crise économique, mais pour un certain nombre d'États, la richesse augmente chaque année. Et donc on avait une crise, très concrètement, où finalement cette crise économique portait plutôt sur le fait qu'on n'avait pas atteint le niveau de richesse que l'on voulait. C'était la croissance qui n'avait pas été suffisante. La stabilité ou la récession n'avait pas apparu, ou n'était pas apparue, ou très peu apparue dans ces États. Alors bien évidemment, ici, vous voyez, si on prend par ce prisme-là, la crise, elle n'apparaît pas, elle n'est pas tangible. Néanmoins, si on prend d'autres prismes, et dans les mêmes États, on se rend bien compte que la crise existe véritablement, puisqu'on a une crise de l'emploi, une crise des finances publiques et une crise sociale. Le chômage a explosé dans les États à économie de marché, les États libéraux à économie de marché. Les différences sociales se sont creusées, elles sont devenues même abyssales. Et donc, quel que soit l'élément, on voit toujours que la crise est aussi un problème de perception. C'est des phénomènes qui sont complexes, qui sont multifactoriels et qui tiennent à des questions de perception. Tout ça pour vous dire que, bien, effectivement, il fallait prendre le temps d'étudier cette crise du système de santé, d'en faire l'état des lieux. C'est ce qu'on a tenté ce matin. Essayer de le faire le plus honnêtement, le plus objectivement possible. Et puis, de voir quelles sont les solutions qui sont apparues. Et donc, revenir un peu sur l'objet de ces deux tables rondes, là, dans ma synthèse, très rapidement, sur l'état des lieux et les solutions. Sur l'état des lieux, deux choses sont particulièrement remarquables par rapport à ce qui a été dit ce matin. Tout d'abord, on a tenté de faire un état des lieux de la Nouvelle-Calédonie. Et on ne s'est pas contenté d'aller chercher un état des lieux sur le système de santé qu'on connaît en métropole. Et là, je pense que l'expérience est plutôt heureuse, parce que là aussi, c'est toujours des problèmes de perception. Là, je vais passer par une toute petite focale, la mienne. Hier matin, je me suis levé, j'avais mal au dos. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le médecin et j'avais un rendez-vous dans les 2 heures. Il y a 1 an et demi, quand j'étais en métropole, un matin, je me levais, j'avais mal au dos. J'appelais mon médecin. Déjà, je ne pouvais pas l'appeler parce que je devais passer par Doctolib, parce que je n'ai pas le numéro de mon médecin. Mon médecin ne répond pas. Et j'avais un rendez-vous dans les 10 jours. Au mieux. Alors bien évidemment, si on part par ce prisme-là, le tout petit, le mien, je me dis que le système de santé calédonien fonctionne beaucoup mieux que le système de santé métropolitain. Et bien évidemment, là aussi c'est un niveau de perception, il faut revenir plus concrètement sur le territoire et élargir la focale. Et quand on élargit la focale, eh bien effectivement, il y a un état des lieux qui est plutôt alarmant, qui a été établi ce matin. Il y a des indicateurs qui ont été invoqués pour essayer de mesurer la qualité du système de soins et surtout les effectifs, la pénurie dans le monde médical et paramédical. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des chiffres qui ont été donnés, mais je pense qu'on a établi ce matin que
principalement, on avait une pénurie de médecins, mais une pénurie de l'ensemble des personnels soignants. Les derniers chiffres qui ont été donnés sur l'hôpital le montrent bien, c'est-à-dire qu'on a les structures, on pourrait accueillir plus, on pourrait techniquement le faire. On a les bâtiments, mais on n'a pas le personnel qui permette de le faire. Alors tout ça est une question de coût, mais tout ça est une question plus large. C'est-à-dire que, ça a été évoqué, il y a un problème d'attractivité. Et ce problème d'attractivité, il tient à de multiples facteurs. Ces facteurs, à la fois, pas seulement sur la rémunération, mais sur les conditions de vie, la qualité de vie. Alors tout y est, c'est le docteur Béjean qui y a dit, tout y est, on a toutes les structures et pourtant, on a un problème de pénurie qui se pose et qui a été établi ce matin. Au-delà de ces indicateurs, on voit qu'il y a aussi des enjeux qui sont propres à la Nouvelle-Calédonie, qui font qu'on ne peut pas se comparer à la métropole. Il y a l'enjeu de l'insularité, il y a le climat, le vieillissement de la population, et puis, après, des particularités locales. Alors, il y a des pathologies, effectivement, mais il y a une résilience aussi. L'habitude de subir, qui fait que, quelquefois, et souvent, vous avez des diagnostics des fois qui sont posés, et des patients qui vont attendre pour être pris en charge par le système de soins, ou qui vont carrément attendre d'être dans des situations catastrophiques pour être pris en charge. Et tout cela, bien évidemment, a un coût et alourdit le coût. Cet état des lieux a été fait. Il n'est pas surprenant. On ne peut pas dire qu'on a été très surpris ce matin, mais il était important de le chiffrer. La deuxième chose aussi qu'on peut retenir de l'état des lieux, c'est que les émeutes de 2014 n'ont rien à voir là-dedans. 2024, pardon. Je dis 2014, j'essaie de les éloigner, vous voyez, inconsciemment. Les émeutes de 2024 n'ont rien à voir là-dedans. Elles sont un catalyseur. Elles ont catalysé une situation, et une situation qu'on pourrait... Alors, c'est un simple exemple, mais on pourrait faire varier les exemples, qu'on pourrait caractériser autour du turnover. On en parle depuis ce matin, c'est-à-dire qu'on a un turnover de 30%. Aussi bien dans le système libéral que dans les hôpitaux publics. Et donc on a 30% du personnel médical qui change, paramédical. Et on se rend bien compte que la moindre crise révèle que ce turnover pose une difficulté de fond. Là ici, effectivement, le territoire est moins attrayant. Si vous prenez du point de vue de la métropole, les émeutes ont entraîné un défaut d'image de la Nouvelle-Calédonie qui est absolument abominable. Moi, je vous le dis d'autant plus que j'ai fait venir ma famille post-émeute. Donc imaginez ici la pression qui peut être exercée de toutes parts pour vous dire mais non, il ne faut absolument pas aller là-bas puisque c'est absolument catastrophique ce qui s'y passe. Bien évidemment, là aussi, toujours une petite lorgnette, mais elle joue ici dans les difficultés qui peuvent apparaître après les émeutes. Mais elle fait naître quand même un bilan. Elle fait naître un bilan. Sur les solutions, on l'a vu, on a mis en avant la prévention. On pourrait améliorer cette prévention, on pourrait mettre plus de moyens sur la prévention. Et au-delà de la prévention, ce qu'on constate, et ça a été remarqué par Loïc, c'est que on compte sur la résilience ici. On compte sur l'adaptation. Et on voit bien que, en vrai, on a un monde idéal, et à ce monde idéal, on s'adapte. Et on s'adapte et on repousse de plus en plus loin. On a des solutions qu'on envisage, par exemple le recours à la médecine traditionnelle. On n'a pas parlé, ou très rapidement, M. Friat, de la télémédecine, mais on est toujours dans l'adaptation. On reste dans cette adaptation permanente en se disant, si on n'a pas assez de cardiologues, on va essayer de trouver une solution autre. Bien évidemment, parce qu'on est tenu au principe de réalité. On n'est pas dans l'utopie. On est ici dans des prises en charge et dans des besoins que l'on veut satisfaire. Alors, juste pour terminer, et parce que l'heure passe très rapidement, j'aurais pu vous dire plein d'autres choses, il y a quand même quelque chose que je voudrais constater et sur lesquels j'aimerais qu'on réfléchisse. C'est-à-dire qu'au-delà des solutions, au-delà des problèmes posés, je pense que
il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été mis en avant, et notamment le fait qu'on a changé de paradigme dans beaucoup d'endroits. Et il y a plusieurs paradigmes. Tout d'abord, l'aspiration à l'individualisme, qui est évoquée de ci, de là, sur le fait que bien, les personnels soignants aussi aspirent à une certaine qualité de vie. Et donc, il faut entendre cette aspiration, parce que c'est une aspiration commune à l'ensemble de la population. Vous prenez une entreprise, elle vous dira que ses salariés, ils veulent du télétravail, ils veulent aussi des congés, ils veulent aussi profiter de leur vie. Et donc, les personnels soignants rentrent dans cette catégorie-là. Mais c'est pas la seule chose, parce qu'il reste une vision sacerdotale. Tous les personnels soignants le vivent au quotidien. C'est-à-dire que même si on aspire à la qualité de vie, ça ne veut pas dire pour autant qu'on en bénéficie. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un problème principal, c'est le financement du système de santé. Le financement du système de santé, il a été pensé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle sur le principe d'un système de santé qui est financé sur le travail. Donc un système de cotisation qui est pris sur les salaires, qui va permettre de financer l'ensemble du système social et de l'assurance sociale. Tout à l'heure, on l'a dit, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Mais finalement, elle a un coût qu'on connaît. On sait évaluer le coût du système de santé. On l'a dit tout à l'heure, le besoin, c'est 200 millions d'euros, de francs par jour pour la Calédonie. 200 millions de francs. C'est 74,6 milliards. On essaye de financer ces 74,6 milliards par un système de cotisation. Et on voit bien que ce système de cotisation ne fonctionne pas. Puisqu'on a un delta de 20 milliards sur les salaires avec des compensations qui sont posées. Et cet état des lieux, on le fait aussi en métropole. Et là, c'est vrai qu'il faut rejoindre la métropole. C'est-à-dire qu'on a un système de financement de la sécurité sociale basé sur le travail avec un trou qui est structurel. Et ce trou structurel, il ne tient pas seulement à la crise de l'emploi. Il tient à l'évolution de la population, au vieillissement de celle-ci. C'est-à-dire que la part des cotisants diminue au fur et à mesure par rapport aux besoins. Alors bien évidemment, il y a des leviers. On peut baisser le coût. Alors, c'est sûr qu'en métropole, je connais moins le cas de la Nouvelle-Calédonie, je vous avoue, on a baissé le coût des fois en diminuant la prise en charge. Il y a des pathologies, il y a des médicaments qui ne sont plus pris en charge et qui ne sont plus pris en compte dans le coût de système de santé. Même, des fois, vous avez des politiques qui sont un peu cyniques. Par exemple, la mise en place du numerus clausus, elle a été voulue par certains endroits par les médecins, mais elle a été soutenue par l'État. Et en vrai, pour une idée très simple, c'est que pour assurer le financement de la sécurité sociale, on s'est dit, on a des dépenses de santé. Ces dépenses de santé, elles sont liées à des prescriptions. Si on a moins de prescripteurs, on a moins de prescriptions, donc on a moins de dépenses. Donc si on a moins de médecins, ça entraînera moins de dépenses publiques. Bien évidemment, on voit bien que c'est un système qui ne fonctionne pas, parce qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir des prises en charge, et puis on augmente. Donc on a évalué des coûts à un certain moment en se basant sur un système. Et dans les systèmes qui existent, il y a deux autres systèmes qui pourraient être soit mis en place, mixés ou remplacés. C'est pas à moi de décider, ou c'est pas à nous de décider. Ça peut être un débat quand même. Il y a le système d'assurance privée qu'on connaît dans certains États, et puis il y a le système de l'impôt. C'est-à-dire financer la prise en charge de la santé par l'impôt et non plus par des cotisations patronales. Juste sur le système de santé financé par l'assurance, on se rend compte quand même que il y a une partie de la santé qui est sortie du domaine public, de l'intérêt général et qui est rentrée sur le marché. Et notamment en matière de recherche et de médicaments. Et si on prend le coût de certains médicaments, tout à l'heure on a parlé des médicaments pour le cancer, on sait très bien que ces coûts varient en fonction des États. Que les laboratoires pratiquent des tarifs différenciés en fonction de la possibilité ou de la soutenabilité du système. Vous prenez des coûts de médicaments aux États-Unis dans un système d'assurance, ils sont 3 fois supérieurs aux coûts qu'on connaît en France, qui est un système d'assurance sociale. Donc ça veut bien dire que derrière, il y a peut-être quelque chose à récupérer ou quelque chose à recapter.
Donc du financement par l'impôt, du financement par l'assurance, il y a des pistes aussi de réflexion. Bien évidemment, c'est une question qui est passionnante, qui n'est pas résolue, et je suis assez heureux ce matin qu'on y ait participé.